bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Gérald Authier. Bonjour monsieur. Bonjour, merci pour votre invitation. Gérald Authier, financier, essayiste, vous avez enseigné les stratégies d'investissement à l'Académie présidentielle russe d'économie nationale et d'administration publique, une sorte d'ENA en Russie. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, Savoir investir, leçons de stratégie des meilleurs investissements et celui dont on va parler dans un instant, Stop au capitalisme woke, que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne de TV Liberté. Alors peut-être commençons par évoquer le sujet du woke. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de ce terme ? Très bien, et je pense effectivement que c'est important de commencer par une définition du terme parce que il se trouve que je suis amené assez régulièrement à discuter avec des gens, qu'ils soient anti-woke ou woke, et que même les woke, parfois, en grattant un petit peu, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas tout à fait woke, voire même qu'ils sont anti-woke. Alors le wokisme, qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement de prise de conscience à l'égard des inégalités liées à la race, au sexe, au genre, à l'identité sexuelle. Les woke, ce sont des gens qui sont frustrés des inégalités, on peut même le dire, certains sont sincèrement frustrés des inégalités. On va mettre de côté quelques militants politiques de gauche, certainement un peu manipulateurs, qui véritablement utilisent le wokisme pour des intérêts électoralistes, mais d'une manière générale, les woke sont frustrés des inégalités. Et les thèmes de prédilection du wokisme sont, vous les connaissez, mais rappelons-les, le patriarcat oppressif, le racisme systémique, la masculinité toxique, la culture du viol et l'écriture inclusive. Il y en a d'autres, mais ce sont les principaux. Pour les woke, il y a deux responsables. D'un côté, un groupe dominant, et de l'autre, la société qui est par nature oppressive. Alors ce groupe dominant, ce sont les hommes qui dominent les femmes, ce sont les hétérosexuels qui dominent les homosexuels, ce sont les blancs qui dominent les personnes de couleur, et d'une manière générale, l'homme blanc hétérosexuel, a fortiori de plus de 50 ans, est le prédateur par excellence. Il bénéficie d'un privilège qu'on appelle le privilège blanc, et qui dit privilège dit abolition des privilèges. Et la solution des woke, c'est ce qu'on appelle une spoliation légale, c'est-à-dire il faut prendre à ces blancs ce qu'ils ont. La spoliation légale, ils appellent ça la justice sociale, mais c'est une spoliation légale. Et ça nous vient d'un philosophe des années 70 qu'on a un petit peu oublié, qui s'appelle John Rawls, qui avait théorisé la théorie de la justice et qui soutenait que toute inégalité imméritée méritait réparation. Donc voilà le wokisme. Et selon moi, le wokisme a de nombreux relents marxistes. Oui, alors expliquez-nous d'ailleurs pourquoi vous faites un lien entre cette idéologie woke et le marxisme. Est-ce que Marx verrait les woke aujourd'hui comme ses petits-enfants ? Alors, est-ce qu'il verrait alors, c'était quelqu'un de très intelligent, Marx, donc peut-être qu'il comprendrait la logique. Maintenant, je ne suis pas certain qu'il adopte complètement le wokisme, pour une première et simple raison, c'est que dans un retournement des intentions initiales de Marx, l'ouvrier blanc prolétaire, pour les woke, est du côté des oppresseurs, pas du côté des opprimés. Mais revenons sur le parallèle qu'on peut faire entre le marxisme et le wokisme. Vous avez tout d'abord un premier aspect notable dans le wokisme, c'est cette volonté de division de la société qu'on retrouve dans le marxisme. Alors dans le marxisme, c'est une division de la société entre prolétaires et capitalistes, ou prolétaires et bourgeois. Et chez les woke, on retrouve aussi les oppresseurs et les opprimés. Qui dit opprimé dit réparation, dit vengeance. Qui dit oppresseur dit accusation, dit condamnation. Donc on est bien dans cette même logique d'affrontement qui définit le wokisme. On est passé de la lutte des classes à la lutte des races et des sexes. Exactement, ça nous vient de l'école de Francfort, qui est une école de pensée pluridisciplinaire, qui a théorisé effectivement, qui pour la première fois parle de minorité, mais qui a théorisé l'idée selon laquelle il fallait abandonner la lutte des classes et qui a changé cette lutte des classes en affrontement de sexe et de race. Le deuxième aspect fondamental, et qui est aussi un parallèle avec le marxisme, c'est le primat de la responsabilité collective. Donc pour les woke, les blancs sont collectivement responsables d'un racisme dit systémique.
Et c'est une rupture avec notre héritage, l'héritage des Lumières ou l'héritage chrétien, de la responsabilité individuelle. Et c'est aux antipodes des vœux de Martin Luther King, qui dans son célèbre discours de Washington déclarait « Je veux que mes enfants vivent dans un monde où ils seront jugés selon la valeur de leur caractère et non plus selon la couleur de leur peau ». Et le dernier aspect, le dernier parallèle qu'on peut faire entre le wokisme et le marxisme, qui pour moi est le plus irritant, c'est le fait que les woke ont cette volonté de vouloir se mettre du bon côté de l'histoire. Donc les woke ils s'auto-décernent la couronne de laurier du bien et ils sont du côté du progrès, ils font avancer la société et puisqu'ils sont dans le vrai, forcément, puisqu'ils sont bien, vous êtes le mal. Et c'est aussi la raison pour laquelle, on va voir ça globalement dans la société, il est très difficile d'avoir des discussions avec les woke. Parce que vous pouvez discuter avec un woke parce que vous pensez qu'il se trompe. Donc vous pensez qu'en arrivant à une discussion, on peut être en désaccord, mais on peut trouver peut-être un terrain d'entente. Alors que le woke ne pense pas que vous vous trompez. Ils ne sont pas dans la dialectique. Ils sont pas dans la dialectique. Ils pensent que vous êtes le mal. Ouais. Et à partir du moment où vous êtes le mal et ils sont le bien, il n'y a aucune raison de discuter. Il n'y a pas de tolérance pour les intolérants. Et c'est exactement ça, c'est Herbert Marcus, pas de tolérance pour les gens qui ne partagent pas les idées de gauche. Alors vous mettez bien évidemment en évidence le fait que ces woke ont finalement fait alliance avec le capitalisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le wokisme s'est immiscé dans le monde de l'entreprise? Oui, alors la grande différence, et c'est pour ça que je parle de marxisme culturel et on n'est pas véritablement dans le marxisme, parce que le wokisme a fait alliance avec le capitalisme. Et ça, évidemment, pour revenir à votre première question, Marx n'aurait pas pu le concevoir. Comment est-ce que ça s'est passé? Pour le comprendre, il faut revenir un petit peu au fonctionnement d'une entreprise. Dans des petites entreprises, vous avez le propriétaire et le directeur général, c'est généralement une et même personne. Dans les plus grandes entreprises, vous avez beaucoup de propriétaires, on appelle ça des actionnaires. Et pour diriger une entreprise, ces actionnaires se constituent autour d'un organe qu'on appelle le conseil d'administration, qui va décider des axes stratégiques de l'entreprise, charge au directeur général de les exécuter. Prenons le cas d'une entreprise très connue comme Amazon, par exemple. On sait tous que son fondateur, c'est Jeff Bezos, le milliardaire. Mais Jeff Bezos, on ne le sait peut-être pas, il ne possède que 980 millions d'actions Amazon sur les 10 milliards d'actions Amazon. C'est-à-dire qu'il ne possède que 9,8% de sa société. Qui possède la majorité des actions de la société Amazon? Ce sont des fonds d'investissement, ce qu'on appelle des gestionnaires d'actifs. Et ces fonds d'investissement, on va retrouver BlackRock, que tout le monde connaît, on va retrouver State Street, on va retrouver Vanguard. Et ce sont ces fonds d'investissement qui décident de la politique des axes stratégiques à mener dans une entreprise comme Amazon. Mais si vous prenez d'autres entreprises, Facebook, c'est exactement la même chose. Mark Zuckerberg, il n'a que 13% des actions de Facebook. Pour Apple, c'est encore la même chose. Et toutes les entreprises, que ce soit américaines, alors c'est un petit peu moins le cas pour les entreprises françaises, mais elles peuvent quand même influencer, toutes les entreprises sont globalement dirigées par ces fonds d'investissement. Si vous prenez ne serait-ce que les premiers fonds d'investissement, les 5 plus grands fonds d'investissement, ou même que BlackRock, c'est 10 000 milliards d'actifs. Est-ce que vous savez quelle est la capitalisation de toutes les entreprises additionnées du CAC 40 ? Seulement 3 000 milliards d'actifs. Donc vous voyez que ne serait-ce que BlackRock est un peu plus de 3 fois plus grand que l'ensemble des sociétés du CAC 40. Et cette taille leur permet de faire aux entreprises un chantage financier. Ce chantage, c'est le suivant, c'est de leur dire soit vous allez appliquer les règles qu'on va vous donner, soit nous allons désinvestir. Et parmi ces règles, on trouve... Les fameux critères ESG. Exactement, les critères ESG qui sont les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Alors les critères environnementaux, ça va être par exemple regarder les consommations d'électricité ou tout ce qui va tourner autour de l'environnement. Parmi les critères sociaux, on va retrouver le respect du droit du travail. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la lettre G, la lettre gouvernance. Et dans la lettre gouvernance, on va retrouver l'application des critères DEI, diversité, équité et inclusion. Et en fait, vous avez un grand nombre d'indices boursiers qui se sont créés et qui vont observer, qui vont analyser, qui vont noter les entreprises en fonction de leur respect de ces critères ESG. Les fonds d'investissement qui investissent
dans des sociétés qui respectent les critères ESG, on les appelle des fonds ISR, pour l'investissement socialement responsable. Alors, si vous me permettez, je vais faire un petit historique sur les fonds ISR. Le premier fonds ISR, il date de, maintenant il y a presque presque 100 ans, 1929-1931, c'est le Pioneer Fund qui a été créé par Philip Carrett. Philip Carrett, c'est un ami de Warren Buffett, il est décédé récemment, il était centenaire. Et son fonds, à l'époque, on a la prohibition aux États-Unis, son fonds décide de ne pas investir dans toutes les sociétés qui produisent ou commercialisent de l'alcool. Ce qui est assez logique à cette époque-là, mais il a gardé cette stratégie toute sa vie, et c'est la raison pour laquelle on considère que c'est le premier fonds ISR. Vous avez eu plusieurs fonds qui se sont créés par la suite, notamment le Workpax Fund, qui en 1971 est un premier fonds qui n'investit plus sur des critères strictement financiers, mais également sur des critères sociaux. Et dans les années 70, vous avez la discussion fait rage dans les milieux académiques. Vous avez d'un côté ceux qui pensent, comme Milton Friedman. Milton Friedman vient publier Capitalisme et Liberté, il fait tous les plateaux télévisés, il est très connu, c'est un des grands promoteurs du libéralisme, et qui vous dit, ben non, investir dans des sociétés sur des critères autres que financiers, c'est pas une bonne idée parce que c'est pas la raison première d'une société de faire autre chose que de servir les consommateurs et de maximiser la valeur pour l'actionnaire. Vous avez quelqu'un d'autre, comme Harry Markowitz, qui est un prix Nobel d'économie, qui est le père de la diversification. La raison pour laquelle on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, c'est Harry Markowitz, qui dit également, non, restreindre son univers d'investissement, c'est un contresens financier. Et effectivement, à la même époque, vous avez un article du New York Times qui titre en anglais « Why the good guys have flopped », donc pourquoi les gentils ont connu un échec et les gentils sont les fonds ISR, qui explique en fait que tous ces fonds-là n'arrivent pas à créer de la valeur, suffisamment de valeur, et qu'ils en laissent beaucoup sur la table. Et à la même époque, une nouvelle impulsion vient d'un jeune professeur de l'Université de Genève. Et ce jeune professeur, il vient de publier un petit ouvrage qui s'appelle « Le management moderne d'entreprise dans l'ingénierie mécanique », où il explique que non, il ne faut pas s'occuper simplement de maximiser la valeur pour les actionnaires, il faut s'occuper des clients, des employés, des fournisseurs, mais surtout de la société. Il appelle ça les parties prenantes. Et on appelle ça le capitalisme des parties prenantes, qu'on appelle en anglais le stakeholder capitalism, et qui s'oppose au shareholder capitalism, le capitalisme de l'actionnaire de Milton Friedman. Et pour promouvoir ces idées, ce jeune professeur va créer un symposium, qui est le Symposium européen du management, où il va inviter des chefs d'entreprise européens et des dirigeants, des chefs d'État, et il va diffuser ses idées. Voyant que ça commence à marcher, 2 ans plus tard, il réécrit le même livre, mais plus dans l'ingénierie mécanique, il ne se cantonne plus à l'ingénierie mécanique, il l'applique à toutes les entreprises. Il appelle sa nouvelle philosophie l'éthique des affaires, et son nouveau livre s'appelle le Manifeste de Davos. Et vous l'aurez reconnu, ce jeune professeur, c'est Klaus Schwab. Et le Symposium européen du management va devenir, en 1987, le Forum de Davos, c'est-à-dire le Forum économique mondial. Et depuis lors, Klaus Schwab s'échine, à travers le Forum de Davos, à mettre en avant, à pousser sa nouvelle éthique des affaires qui va prendre une forme particulière en 2004, puisqu'en 2004, vous avez un rapport de l'ONU qui s'appelle Who Cares Wins, donc celui qui fait attention sera le gagnant, et qui est publié en association avec plusieurs institutions financières, qui, pour la première fois, va faire mention des critères ESG. Et ce qui intéresserait, je pense, nos téléspectateurs, Gérald Authier, c'est de savoir quelle est la philosophie qui se cache derrière ces critères ESG, sachant que vous nous expliquez que ça s'oppose à la rentabilité normale d'une entreprise. Alors, la philosophie des critères ESG, comme on le disait juste à l'instant, c'est de mettre en place tout un set de critères qui sont des critères non naturels pour une entreprise et qui selon évidemment les partisans de cette vision, de la vision des progressistes, qui sont bénéfiques à la société. Le problème de cette vision est le suivant, c'est qu'une entreprise a beaucoup trop de pouvoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et en plus c'est pas son rôle, à partir du moment où vous dites à une entreprise vous êtes en charge d'être bénéfique à la société et vous devez faire en sorte que tout le monde aille bien, les entreprises vont considérer que ceux qui ne sont pas dans les clous, on va les punir. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des entreprises comme Mailchimp, comme PayPal, qui ont puni, voire même des banques françaises qui refusent de servir certains consommateurs ou qui leur ferment leur compte bancaire.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les entreprises s'adaptent concrètement à l'arrivée de ces critères ESG? Alors, les entreprises qu'on appelle donc les entreprises woke sont celles qui vont non pas s'adapter à tous les critères ESG, mais principalement aux critères de gouvernance, c'est-à-dire aux fameux DEI. Donc ces sociétés vont vouloir obtenir la meilleure note auprès de certains indices boursiers. Je vais vous en citer un, le CEI, le Corporate Equality Index, qui est un indice boursier créé par le HRC, qui est un des lobbies pro-LGBT les plus puissants des États-Unis, par exemple, et qui note des entreprises, alors des entreprises américaines, mais aussi des entreprises françaises, sur toute une série de critères. Parmi ces critères, l'installation de toilettes pour les personnes transgenres, la neutralité des tenues au bureau, la mise en place de formations pour les employés qui vont traiter des problématiques comme les biens inconscients, ou, peut-être de manière plus grave pour l'entreprise, le fait de se fournir auprès de fournisseurs qui partagent l'orientation sexuelle, c'est-à-dire qui sont aussi des membres de la communauté LGBT. Donc, vous allez me dire, oui, alors, c'est très bien, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui suivent ces directives qui semblent drastiques? Eh bien, sur 800 entreprises qui ont été notées par le CEI, vous avez une extrême, 90%, une extrême majorité qui ont un score maximum. Vous citez d'ailleurs parmi, parce que vous les listez, ça va du recrutement à la formation, à la stratégie commerciale, la communication, vous citez cette femme, Robin DiAngelo, qui forme les employés des entreprises aux critères ESG, et elle dit ceci, c'est assez intéressant, être moins blanc, c'est être moins oppressif, moins arrogant, moins sûr, moins défensif, moins ignorant, plus humble. Donc ça va vraiment jusque-là. Il faut renoncer à sa couleur de peau quand on est blanc. C'est exactement ça, et elle va même plus loin, si je peux me permettre, c'est qu'elle dit aussi que le travail acharné, la ponctualité et la méritocratie sont des caractéristiques de blancheur qui justifient les inégalités raciales. Et vous allez aussi expliquer que les services RH sont très actifs dans l'établissement de ces critères ESG en faisant des chantages en racisme, à la misogynie, à leurs employeurs. Donc, si tu n'appliques pas ces critères, je gueule et je vais te faire passer pour un raciste ou un misogyne auprès de la communauté sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est exactement ça. Les entreprises qui se soumettent à ces critères du wokisme, à ces fameux critères ESG, est-ce que vous pouvez nous en donner un panel? Il y a les entreprises les plus connues qui sont... pourquoi? Parce que on voit le wokisme non pas dans les formations, dans les processus de recrutement, ça c'est peut-être la partie immergée de l'iceberg, mais le plus visible pour nous, ça va être des entreprises qui vont dans leur stratégie commerciale, ou dans leur politique de communication, qui vont promouvoir le wokisme. Alors stratégie commerciale, vous avez les dessins animés de Disney qui font la promotion, la glorification de l'homosexualité ou la lutte systématique contre le patriarcat blanc. Vous avez systématiquement dans ces dessins animés de Disney toujours une adolescente ethnique précoce qui est toujours en lutte contre le supposé patriarcat blanc. Vous avez des entreprises aux États-Unis comme cette entreprise de distribution que je cite dans le livre qui s'appelle Target, qui va mettre des maillots de bain, alors vous savez des maillots de bain féminins à destination des hommes, mais qui ont la particularité d'être tuck-friendly. Tuck-friendly, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de pouvoir dissimuler ses parties génitales. Et le scandale est venu aux États-Unis pour cette entreprise qui se dit une entreprise principalement à destination des familles, il faut le dire quand même, que certains de ces maillots de bain étaient destinés à des enfants, voire même des nourrissons. Vous savez, c'était des maillots de bain aux couleurs arc-en-ciel. Et puis, vous avez plus récemment, pour en parler, l'épisode Jaguar, cette société que tout le monde connaît évidemment, d'origine britannique, qui a pour sa nouvelle publicité, mise en scène des jeunes hommes et des jeunes femmes dans des tenues futuristes qui se dandinaient avec des slogans creux, progressistes creux, comme « Sois toi-même, casse les codes ». On se serait cru à une soirée à l'Élysée de chez Macron. Donc ça, c'est le wokisme tel qu'il est aujourd'hui dans les sociétés. Et c'est pervasif, et il y en a dans quasiment la majorité des sociétés. Mais il y a une limite, et vous le soulignez dans votre ouvrage, Gérald Dauthier, c'est ces entreprises multinationales ont tendance à ne pas
imposer leurs critères ESG dans des pays de confession musulmane, bizarrement. Oui, alors c'est bizarrement, je ne sais pas, elles sont en tout cas suffisamment intelligentes pour comprendre qu'il pourrait y avoir des réactions violentes dans ces cas-là. Mais vous avez aussi toutes les entreprises européennes qui, elles... Non, mais le wokisme n'est pas un universalisme. Non, alors. le wokisme n'est absolument pas du tout universel. Vous avez des pays comme la Russie, les pays arabes, les pays africains, les pays asiatiques. Tous les pays sauf occidentaux, quoi. Tous les pays sauf occidentaux, avec, on va dire, l'Amérique latine étant un peu à mi-chemin, qui sont foncièrement opposés au principe du wokisme. Et alors, en dehors de ces critères ESG, il y a d'autres sujets sociaux. Qu'est-ce qu'il arrive de la précarité quand une entreprise explique qu'il faut appliquer les critères ESG? Est-ce que les autres sujets sociaux sont aussi bien traités avec une entreprise qui applique ces critères ESG? Absolument pas, en tout cas pas pour tous les employés de manière indistincte. Vous avez plusieurs entreprises d'ailleurs assez connues qui ont été condamnées. Je parle aussi de Starbucks, on n'en entend pas parler dans les médias en France, mais Starbucks a été condamné en 2023 pour avoir, à plusieurs, même dizaines de millions de dollars, a été condamné pour avoir discriminé un employé en fonction de sa couleur de peau. Et cet employé était blanc. Donc une entreprise comme Starbucks, où beaucoup de personnes vont acheter un café, a été discriminée, on n'en parle absolument pas, enfin a été condamnée, pardon, on n'en parle absolument pas dans les médias. Donc voilà, donc vous avez beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui appliquent le wokisme de différentes manières. Alors, vous l'expliquez aussi, des consommateurs, des associations, des entreprises se sont organisées parce qu'elles constatent que finalement, les entreprises qui vont vers ces critères ESG n'enregistrent pas des résultats financiers satisfaisants. Donc, comment consommateurs, entreprises et associations se sont organisés pour résister au wokisme? Alors le plus important ici, alors vous avez effectivement des associations qui se sont créées, vous avez des entreprises qui ont pris la place, pardon, qui ont pris la place de marché de certaines entreprises en proposant des produits spécifiquement aux personnes qui sont des personnes anti-woke. Vous avez, pour la petite histoire, c'est assez drôle, mais vous avez par exemple une marque de tampons féminins qui s'appelle Garner aux États-Unis, qui propose des tampons évidemment pour les femmes, mais leur slogan c'est le tampon à destination des femmes. Pourquoi ? Parce que Tampax avait communiqué sur le fait que ces tampons étaient pour les femmes et pour les hommes transgenres ou les femmes transgenres, je ne sais plus comment on doit les appeler. Il fallait préciser, quoi. Il fallait préciser, ça semblait une évidence, mais voilà. Donc vous avez des entreprises qui se sont engouffrées dans la brèche et dans le même temps, et c'est la chose la plus importante, le boycott. Le boycott, le grand épisode du boycott de 2023, c'est Budweiser, où des citoyens américains ont décidé de boycotter en masse cette marque de bière parce qu'ils avaient mis une égérie transgenre, Dylan Mulvaney, qui est un influenceur transgenre sur les réseaux sociaux, pour les représenter. Mais vous avez eu plus récemment 2-3 cas d'entreprises qui ont fait marche arrière sur le wokisme. Parmi celles-ci, Nissan, mais surtout McDonald's. McDonald's, ça a à peine 1 à 2 semaines. Pourquoi ? Parce qu'un influenceur de droite, qui s'appelle Robbie Starbucks, a menacé McDonald's de faire une émission spéciale sur leurs pratiques. Et d'inciter au boycott. Et d'inciter au boycott. Et, ce qui en France est interdit d'ailleurs. Ce qui est en France est interdit. Mais c'est une bonne chose de boycotter, c'est interdit d'inciter au boycott d'une marque en particulier. Mais le boycott, je pense que c'est une vision saine de la vie et ça permet aussi aux consommateurs d'une certaine manière démocratique de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et qu'est-ce qu'a dit McDonald's ? Qu'ils allaient notamment arrêter de faire des recrutements sur des bases raciales. Ce qui veut bien dire que jusqu'alors, McDonald's regardait la race, c'est-à-dire la couleur de peau des employés, des potentiels employés avant de les recruter. Ouais. Les personnes qui voudraient investir leur argent hors des critères ESG, quels conseils vous leur donnez ? Alors, encore une fois, on peut boycotter des produits ou des services, mais on peut tout à fait aussi boycotter des investissements. Vous avez aux États-Unis plusieurs fonds qui se sont créés, des fonds d'investissement qui ne regardent absolument plus les sociétés qui sont des sociétés dites qui appliquent les critères ESG. En plus, il y en a 27 déjà, vous dites. Il y en a énormément, ça continue à la date du livre, effectivement, mais ça continue. Mais après, vous avez tout un tas, si vous voulez vraiment investir dans des projets ou dans des types d'actifs qui ne sont pas des actifs pro-woke, vous avez évidemment toute la partie des actifs immobiliers, vous avez toute la partie des crypto-monnaies, des matières premières, tout ça, c'est pas woke, en tout cas, ça ne l'est pas encore.
On voit le président Trump, épaulé de son nouveau conseiller Elon Musk, se lancer dans une contre-offensive contre le woke. Est-ce que vous connaissez un petit peu la stratégie qu'ils sont en train de développer pour gagner cette bataille? Alors oui, c'est certain que déjà Trump de base était quand même quelqu'un de farouchement anti-woke, mais Elon Musk, si vous voulez, c'est le niveau au-dessus, parce qu'Elon Musk est touché au cœur de sa famille, puisque il a un enfant, ouais. Exactement, qui a été touché par le virus woke, et comme il le dit lui-même, il a perdu son enfant à cause du virus woke. Je ne sais pas si on peut parler de virus pour ne pas avoir de problème. C'est Elon Musk qui parle de virus. Par cette idéologie, je reprends les propos d'Elon Musk. Maintenant, on peut s'attendre effectivement ces prochains mois et ces prochaines années à un recul au niveau étatique de toutes les politiques DUI et de toutes les politiques woke aux États-Unis et certainement aussi en France. Mais mon analyse, pour conclure sur la question, c'est de dire que je pense que vous aurez des sociétés qui vont se retirer du wokisme et vous allez avoir des sociétés qui, elles, vont de plus en plus adopter et faire la promotion des principes et des préceptes woke. Et on se trouve véritablement à un croisement, et c'est pour ça, je pense, qu'il est nécessaire pour tous les consommateurs de bien faire ses choix et de bien réfléchir aux entreprises à qui ils donnent son argent. Vive la sécession. Stop au capitalisme woke, c'est le nom de votre ouvrage, Gérald Authier, que vous pourrez retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup.